Bonjour, moi je suis content d'être là. Je remercie des ressources et des hommes, je remercie Mélanie pour leur invitation. Je vais vous parler d'utopie. Parfois c'est les pieds dans la boue, l'utopie, mais à l'origine l'utopie ce sont des textes. Vous connaissez sans doute l'histoire du mot, c'est Thomas More, cet Anglais qui invente le mot, le lieu de nulle part, utopia. Et dans l'histoire, c'est la littérature, l'utopie. Mais moi, ce n'est pas cette dimension-là qui m'intéresse, même s'il y a toujours un lieu entre des textes qui décrivent une société que certains pourraient appeler idéale. Moi, j'ai une autre idée sur la question. Disons une société différente de celle dans laquelle on vit, et l'expérience de cette société. Et c'est plus de l'expérience de cette société différente dont je vais vous parler. Et ça, ce qu'il y a derrière moi, c'est un vrai lieu. C'est une vraie photographie et un vrai lieu qui se trouve dans l'Ohio, aux États-Unis. Ça a été le lieu de l'expérience d'un phalanstère, je reviendrai sur le mot, dans une expérience de type fourriériste, c'est une expérience communautaire. Et puis ça a été le même lieu est devenu un endroit d'expérience anarchiste. Et l'utopie, c'est parfois, effectivement, les pieds dans la boue, c'est parfois très modeste. C'est parfois, parce que c'est un chemin rude, mais c'est quoi l'utopie au sens où je vais vous en parler? C'est, pour moi, c'est pas simplement un idéal, c'est pas simplement un imaginaire plus ou moins vague, c'est pas une bouffée de parfum qu'on met sur les choses, c'est l'expérience d'une société radicalement différente de celle dans laquelle on vit, et sous tous ses aspects. C'est une alternative radicale. Et il se trouve que depuis le début du 19e siècle, dans les sociétés industrielles, il y a des gens qui ont voulu faire cette expérience-là. Ils ont voulu faire cette expérience-là, et justement au moment où la société industrielle se construit, et où le capitalisme se construit, parce qu'ils ont été là, déçus du capitalisme tel qu'ils le voyaient faire dans la société, et tout ce que ce capitalisme générait dans cette société, une société inégalitaire, injuste, etc., etc. Et ces gens, des travailleurs, des travailleuses, mais aussi des ingénieurs, des médecins, des hommes et femmes politiques, se sont dit, on va se mettre en retrait du monde, pas se couper du monde. L'utopie, elle n'est pas au désert, mais se mettre en retrait du monde pour tenter quelque chose de radicalement différent, pour tenter des relations interpersonnelles radicalement différentes, pour tenter une économie radicalement différente, pour tenter une organisation du travail radicalement différente, pour tenter un habitat radicalement différent, pour tenter de manger radicalement différemment, pour tenter d'avoir des relations amoureuses radicalement différentes, etc., etc. Et dans tous les aspects de la société. Les groupes qui se sont formés pour tenter ces expériences-là ont été nombreux, et on les connaît en France très très mal, aux États-Unis davantage, parce qu'il se trouve que c'est dans le pays du capitalisme que ces expériences-là ont été les plus nombreuses, les plus riches, les plus aventureuses. Utopia en est un exemple. Mais beaucoup de ces expériences qui ont eu lieu aux États-Unis sont nées en Europe. Et parmi ces expériences, il y en a quelques-unes qui sont des expériences réussies, c'est-à-dire des expériences qui ont prospéré. Il y a eu des utopies prospères. L'utopie, c'est pas simplement 12 personnes qu'ils vont élever plus ou moins, avec plus ou moins d'aisance, 10 chèvres en Ardèche. L'utopie, c'est parfois de grandes entreprises, c'est parfois un centre économique important de l'endroit où elle se trouve. Et je vais vous en montrer quelques exemples. Ce sont des exceptions. La plupart des utopies, ces expériences d'une société radicalement différente, elles se heurtent à beaucoup de choses. Et en particulier, elles se heurtent à la difficulté de vivre sur le plan économique. On en connaît des centaines, mais la plupart, elles durent 2 mois, elles durent 6 mois, elles durent 1 an. Quand elles durent 3 ans, c'est déjà tout à fait réussi, parce que le projet est très très ambitieux. C'est aussi ça qu'il faut voir. Et parfois,
quand ces utopies s'interrompent, on va parler d'échec alors qu'il faudrait parler autrement. C'est l'aventure d'une société complètement différente. Mais il y en a quelques-unes qui se distinguent par leur prospérité économique en particulier, mais pas que. Parmi celles-ci, il y a New Lanark. C'est un cas un peu particulier. New Lanark, c'est en Écosse. Et New Lanark, c'est, au début du XIXe siècle, la plus grande filature du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne. La plus grande filature. Quand vous savez ce que ça représente, le textile dans la révolution économique et la révolution industrielle, c'est significatif. Et il se trouve qu'arrive à New Lanark dans les années 1820 un garçon qui s'appelle Robert Owen. Et Robert Owen, tout en étant un industriel important, va réfléchir au monde dans lequel il vit et il va écrire des textes et essayer de séduire le politique dans le sens de ses idées, New Vision of Society, un nouveau monde. Il imagine un nouveau monde qui prendrait la forme de communauté de travailleurs et travailleuses, de 2000 personnes après, qui vivraient dans de grands palais. Et il expérimente ça, le début de cette pensée-là, il l'expérimente dans cette grande filature à New Lanark, qui existe toujours, c'est un lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, New Lanark, qu'on peut visiter, vous voyez l'ampleur du site. Une autre expérience prospère, elle également, et tout à fait étonnante. C'est parmi ceux qui s'intéressent aux utopies, c'est une des plus célèbres, une des plus passionnantes. Elle s'appelle Oneida. Oneida, c'est dans l'État de New York. Et Oneida, ça naît à la fin des années 1840. Et il y a un garçon qui s'appelle Noyce, qui est le chef spirituel d'un petit groupe d'adeptes et qui imagine quelque chose de l'ordre d'une sorte de communisme biblique. Et il réunit cette communauté dans l'État de New York, à Oneida. Ils vont construire un bâtiment. C'est une utopie qui est contemporaine exactement du Famille-Ministère, et ils échangent, ils correspondent. Le fondateur du Famille-Ministère et Noyce vont échanger, vont avoir de la correspondance entre eux, parce que leurs expériences respectives les intéressent l'un et l'autre. Et ils construisent un bâtiment qui ne ressemble pas au Famille-Ministère, mais qui est de l'ampleur. C'est une des rares utopies dont le patrimoine construit est considérable, et c'est une construction qui est faite ad hoc pour cette conception d'une nouvelle société égalitariste. Toutes les utopies ne sont pas égalitaristes, j'y reviendrai. Voilà des Onéidiens. Et prospèrent parce que parmi eux, il y a des gens entreprenants et inventifs. C'est le propre de l'utopie d'avoir des gens entreprenants. Se lancer dans un projet utopien, c'est faire preuve d'une audace particulière. Et en particulier, il y a un garçon qui s'appelle Newhouse qui va déposer des brevets pour des pièges à gros animaux, comme celui que vous voyez là. Et ça va être un des moyens de la prospérité d'Oneida. Parce que ces pièges, surtout aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, vont rencontrer un grand succès, mais ils développent aussi une manufacture de textile importante. Et puis ça existe toujours, il y a toujours une manufacture qui s'appelle Oneida Limited aujourd'hui, qui fabrique elle repose plus sur une organisation utopienne, mais qui fabrique de la vaisselle, de l'argenterie. On parle malheureusement beaucoup des kibbutz depuis un an. On ne sait pas toujours ce que c'est un kibbutz. Vous savez que les premiers kibbutz, ils naissent, ils s'organisent, ils se fondent au début du XIXe siècle. Le premier kibbutz, c'est 1909 à Degania, donc dans ce qui n'est pas encore Israël, dans ce qui était la Palestine. Ce sont des émigrés d'Europe centrale, russes, ukrainiens, parfois un peu d'Allemagne au début du XIXe siècle, polonais, qui vont émigrer en Palestine
pour organiser des communautés égalitaires. Tous ces gens-là sont d'obédience communiste. Ils viennent de pays qui ne sont pas toujours encore communistes, mais ils sont d'obédience communiste et ils sont laïcs. Et ils vont partir en Palestine pour organiser des communautés égalitaires, strictement égalitaires. Hein. Il y en a quelques-unes encore qui fonctionnent sur ce registre-là. Et un des plus célèbres d'entre eux, c'est celui que je vous montre là, Guy Waldbrenner, là, cette image formidable. Ils sont devant le tableau du travail. Donc on vient consulter chaque matin le tableau du travail pour savoir à quelles tâches ils vont être attachés dans la journée. Les kibboutz sont avant tout agricoles. C'est eux qui vont nourrir Israël. Je crois que c'est quelque chose comme 80% de la production agricole d'Israël au milieu du XXe siècle venait des kibboutz, qui représentaient quelque chose comme 15 à 20% de la population. Mais celui-ci est particulier en ce sens qu'il va développer des industries. C'est un kibboutz extrêmement prospère. Ça va être le plus grand kibboutz en termes de population. Il y aura jusque plus de 1600 personnes dans ce kibboutz. Vous voyez qu'il prend... là aussi, comme Oneida, les kibboutz sont parmi les rares communautés qui vont donner lieu à des constructions architecturales d'ampleur spécialement conçues pour l'objet de la communauté égalitaire. Et au centre d'un kibboutz, il y a toujours cette chose que vous voyez là, qui est le réfectoire, qui est le centre de la communauté. Usine de jus de fruits, par exemple, à Guy Waldbrenner, mais aussi de fabrique de meubles également. Une autre forme de prospérité, toujours aux États-Unis, Twin Oaks, sont des jeunes gens, un petit groupe cette fois-ci de jeunes gens. Elles sont d'ampleur très diverse, ces expérimentations sociales. Elles peuvent comprendre 1500 personnes, comme Guy Waldbrenner, ou près de 2000, comme le Famille-Ministère de Guise, ou 10 ou 12 personnes, ou un peu plus. Twin Oaks vit toujours, elle existe toujours, c'est une communauté une expérience qui est toujours en cours, qui naît en 1967, je crois. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, ils ne sont pas du tout des hippies. Ils ont un petit look années 70, mais ils ne sont pas du tout hippies. C'est des gens qui ressortent je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais qui se sont inspirés de la psychologie comportementaliste, et en particulier de ce qui était à ce moment-là celui qui était le pape de cette psychologie comportementaliste, qui est Skinner, qui avait écrit un texte utopique, Frédéric Burroughs Skinner. Et ils vont prospérer, malgré les apparences. Là, c'est le tout début. On a l'impression qu'ils vont galérer, là, sur leur terrain. C'était une ancienne ferme de tabac en Virginie, sur laquelle ils se sont installés. Mais ils vont fabriquer des hamacs, ils se mettent à tisser des hamacs, et ils vont trouver un super acheteur, puisque ça va être une multinationale qui va leur acheter ces hamacs, Pier Imports, et pendant des décennies, ils vont vendre leurs hamacs à Pier Imports, qui va faire la prospérité de la communauté. Bon, c'est intéressant parce que ça va leur poser un problème, parce que Pier Imports est une société capitaliste, une multinationale, donc ils vont s'interroger sur le fait que cette prospérité vient d'un monde que eux ils veulent battre en brèche et reconstruire complètement différemment. Donc ils vont arrêter de vendre à Pier Imports, et puis ils vont monter une usine de tofu, et c'est ça qui leur permet en particulier de vivre aujourd'hui. Ils sont à peu près 150. Voilà quelques exemples d'utopie d'entrepreneurs, d'utopie prospère, d'utopie industrielle. Le Famille-Ministère, il appartient à ce monde-là, c'est-à-dire à ce monde de gens qui veulent faire l'expérience d'une société radicalement différente pour donner leur exemple au monde. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ces utopies, elles ne se situent pas dans le désert, elles se trouvent toujours suffisamment loin du monde pour pouvoir faire librement l'expérience d'autre chose,
et pas être en butte tout le temps au regard du vieux monde, de la vieille société, tout au moins c'est comme ça qu'il le voit, mais suffisamment proche aussi pour toujours continuer à faire signe à cette société. Ça ne sert à rien de changer le monde dans son coin. Il faut le changer le monde en étant visible, en rendant visible le fait qu'on change le monde. Et ça va être le cas du Familistère et d'autres expérimentations inspirées en particulier par ce personnage-là, qu'on a appelé, ça se comprend sur l'image, le Buster Keaton de l'utopie, l'homme qui ne rit jamais, l'homme extravagant, parce que sa pensée est extravagante, mais en même temps avec le plus grand sérieux. Charles Fourier, ça a été un commerçant, il a été comptable aussi à Lyon, et puis il est originaire de Besançon. Il a travaillé à Lyon, et il va se mettre en tête l'idée d'analyser la société et de développer l'idée d'un monde complètement nouveau qui se concrétise sous la forme de phalanstère. Le phalanstère, je reviendrai là-dessus, ça ressemble à ça. Un grand palais, grosso modo c'est Versailles, quoi, puisque c'est le modèle du palais au XIXe siècle, c'est forcément Versailles, mais un Versailles encore plus développé. Et dans ce palais se développe la communauté harmonieuse, pas égalitaire, les fourriéristes ne sont pas égalitaristes, ils ne sont pas communistes. La société elle est faite de la différence des gens, et c'est cette différence dont on joue pour rendre la société dynamique, mais en même temps harmonieuse dans l'enceinte de ce palais. Et toute la pensée de Fourier, elle repose, voilà, c'est pas le premier texte de Fourier, ça c'est un texte de vulgarisation de sa propre pensée, qui est très multiple, très divers, c'est assez complexe, plus personne aujourd'hui lit Charles Fourier, parce que c'est une lecture assez difficile, c'est une lecture qui demande beaucoup d'attention, qui est faite d'un nombre innombrable de néologismes, parce que pour décrire un monde nouveau, il faut des mots nouveaux, et donc Fourier, il invente toutes sortes de mots, ce qui ne facilite pas la lecture. Et ce texte, on imagine que pour ses contemporains, il est séduisant. Et, le nouveau monde industriel et sociétaire, l'invention du procédé d'industrie attrayante et naturelle distribué en séries passionnées. Parce que la pensée de Fourier, elle repose sur, c'est d'abord une anthropologie, c'est-à-dire de quoi est fait l'être humain. Cette société, la société harmonieuse qu'il imagine, elle va se construire sur la nature humaine. Et la nature humaine, elle est faite de quoi? Elle est faite avant toute chose de ses passions. Et ça va être un analyste merveilleux des passions humaines. Il y a 12 passions principales, les passions sensitives, qui sont les 5 sens, et puis aussi les passions qui combinent ces passions, les premières passions entre elles, qui sont ces 3 passions dont les noms sont tout à fait évocateurs, la kabbaliste, celle qui met en rivalité, et la papillonne en particulier, et la composite. La papillonne, c'est celle qui nous fait, comme son nom l'indique, c'est celle qui nous fait passer d'un objet à un autre. Et l'industrie attrayante, c'est l'industrie qui va permettre aux êtres humains de satisfaire individuellement et collectivement leurs passions. Et donc la traduction concrète, c'est pour que le travail soit attrayant, il faut qu'il ne soit pas contraire, par exemple, à la papillonne. Et donc le travail, il est organisé par séances qui durent entre une demi-heure et 2 heures. Et toutes les demi-heures ou 2 heures, je change d'activité parce que c'est la papillonne qui commande ça, l'être humain, il est fait ainsi. Et si le monde va mal, c'est parce qu'on réfrène les passions. Et si on les libère complètement, on va trouver l'harmonie comme il y a une harmonie dans le monde physique avec l'attraction-répulsion des planètes. Fourier, le Buster Keaton que je vous montre là, il se considère comme le Newton de l'organisation sociale. Il va découvrir les lois qui régissent
l'harmonie sociale, comme Newton a découvert les lois qui régissent l'harmonie physique. Et ces lois, elles reposent sur la satisfaction des passions. Alors ça prend toutes sortes de formes tout à fait étonnantes à lire. L'organisation des repas, l'organisation du travail, je viens d'en parler, mais l'organisation des repas, des relations amoureuses, l'organisation de l'habitat, la dimension intergénérationnelle, comment on intègre les enfants dans tout ce dispositif. Les enfants, ils sont mus eux-mêmes par des passions, donc il faut servir leurs passions. Donc il y a de l'activité qu'on appellerait nous travail, mais que les enfants accomplissent, mais par passion, par attrait. Ça donne aussi l'éducation attrayante, donc ça donnera par la suite la pédagogie moderne, c'est la pédagogie qui n'est pas contraignante. On sollicite l'intérêt de l'enfant pour l'élever, pour l'émanciper, et donc ça repose sur ces mécanismes d'attrait, comme ça sera le cas au moment de l'invention de l'école maternelle avec Marie-Pape Carpentier. Tiens, c'est une fourriériste. Les spécialistes de la petite enfance en France au XIXe siècle sont des fourriéristes. Marie-Pape Carpentier, c'est elle qui invente l'école maternelle, elle est fourriériste. Jules Hetzel, l'éditeur de la jeunesse, il est fourriériste. Mais c'est pas par hasard, c'est parce que c'est des gens qui sont attentifs à ces questions-là et qui vont mettre en œuvre d'une façon ou d'une autre des aspects fourriéristes qui vont introduire des aspects de la pensée fourriériste dans les processus de l'éducation. De Phalanstère, il n'en existera. La promesse du nouveau monde industriel, c'est celle que vous voyez sur la première page, hein, c'est le moyen de quadrupler le produit, la production, avec la satisfaction de ses passions. Dans cette organisation du travail-là, on va quadrupler le produit de l'industrie. Industrie, il faut l'entendre au sens large, hein, là, sous la plume de Fourier au début du XIXe siècle, c'est aussi bien l'agriculture que le petit artisanat, que la grande production industrielle. Lui, il pense surtout à l'agriculture, parce que, comme on le devine là, le phalanstère, il est avant tout agricole. Certains lui donneront une tonalité un tout petit peu plus, comme sur cette image postérieure, un tout petit peu plus industrielle, avec ces fumées ces cheminées qui fument. Mais de Phalanstère, il n'y aura jamais de réalisé. Parce qu'il se trouve que l'attraction passionnée au travail, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, parce qu'il y a un petit peu en France, la proto-expérimentation fourriériste, elle a lieu en 1832. Lui, Fourier, pardon, il naît en 1772 et il meurt en 1837. Voilà, pour donner. Il passe de l'ancien régime à l'époque industrielle. Mais dans les années 1840, c'est donc après la première expérimentation fourriériste dans la forêt de Rambouillet, près de Paris, donc pas au désert, mais suffisamment loin de Paris pour ne pas être influencé, mais suffisamment proche pour pouvoir attirer des Parisiens ou des gens de l'Île-de-France. Proto-expérimentation qui va échouer assez rapidement. Ce sont des dizaines d'expérimentations qui vont avoir lieu, en particulier aux États-Unis. Là aussi, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, mais il va y avoir des dizaines de tentatives de phalanstère dans les années 1840 aux États-Unis, et parfois des expérimentations importantes, hein, avec plusieurs centaines de personnes. Et le familistère, il arrive dans ce contexte-là. Ça, c'était la toile de fond que je vous ai un peu brossée. C'est dans ce contexte-là, cette perspective intellectuelle, que l'idée du familistère va naître. Déjà, vous voyez la parenté, hein, sur le plan architectural, entre ce qui n'est qu'un phalanstère de papier, qui ne sera jamais qu'une gravure, et le familistère qui, lui, est bien réel, qui est de briques. Ouais, il est bien réel. Ça, c'est une photographie d'il y a un mois, même pas. Elle a été faite au mois d'octobre. Donc, il existe réellement, ce familistère. Et je vais revenir sur ces images, mais le familistère, il est le résultat de la volonté de ce personnage. Pas que, mais quand même. Et ce personnage, c'est un garçon tout à fait étonnant. Il s'appelle Jean-Baptiste André Godin. Jean-Baptiste André Godin, c'est un ouvrier, au départ,
un ouvrier serrurier. Dans sa famille, ils sont serruriers depuis toujours, enfin au moins depuis le XVIIIe siècle, dans un petit village, ou plusieurs petits villages du nord de l'Aisne, là où se trouve Guise, donc pas très loin d'ici, hein, c'est 1h15 de voiture pour aller à Guise de Reims. Un ouvrier serrurier, mais qui s'avère un génie tout à fait particulier quand il va pour ainsi dire pas à l'école. Puis quand il va à l'école, c'est l'école de la monarchie de Juillet, dont l'école des années 1830. Donc il y a 120 enfants dans une grange avec un instituteur qui est là de temps en temps, parce que l'instituteur il fait autre chose aussi. Il est géomètre ou secrétaire de mairie, donc bon. Ça c'est quand il va à l'école, parce que sinon le reste du temps il garde les vaches parce que ses parents sont serruriers, mais comme la majorité des ouvriers et des ouvrières du 19e siècle on vit à la fois de ses revenus de la campagne et de ses revenus industriels. La grande Zola, c'est pas le 19e siècle, hein. Zola c'est juste une petite partie de l'industrie au 19e siècle. La majorité de l'industrie, c'est la petite industrie à la campagne, hein. La France, ça reste un pays rural jusqu'en 1914, et les grandes manufactures qui comptent des milliers de personnes, ça reste des exceptions à l'échelle d'une vingtaine de millions de personnes, quoi. Donc, et lui, il vient de ce monde-là, un petit village, c'est parfaitement rural, le nord de l'Aisne, c'est resté parfaitement rural. Il garde les vaches et il commence à travailler dans l'atelier de son père, c'est ça sa vie. Mais quand il garde les vaches, il essaye d'occuper son temps. Donc il va acheter avec son argent de poche des livres aux colporteurs du village. Il n'y a pas de librairie dans son village qui s'appelle Esquéry. Donc il y a des colporteurs qui passent, et puis il achète des livres, et puis il tombe sur des livres de Voltaire, de Rousseau, ce genre de choses-là. Donc il est étonnant déjà, il a un éveil particulier, et puis quand il devient adolescent, parce qu'il lui, il a de l'ambition, c'est un gars, il est étonnant, et quand il garde les vaches, il se dit, moi, plus tard, je voudrais faire Polytechnique, voilà. Sauf qu'il ne fera pas Polytechnique parce que son père est serrurier et lui il fait de la serrurerie. Mais il se dit qu'il doit y avoir quelque chose à faire avec de la serrurerie. Donc son idée c'est de partir pour parfaire son métier, faire un tour de France. Il n'y a pas que les compagnons du devoir qui faisaient des tours de France. Beaucoup d'ouvriers partaient sur les routes de France pour travailler dans des ateliers différents de ceux dans lesquels ils travaillaient, pour enrichir leurs pratiques et améliorer leur savoir-faire. Donc il va à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, travailler dans des ateliers. Et il nous dit, sur le plan du métier, j'ai rien appris, j'ai pas appris grand-chose. Moi, ça m'a pas semblé. Les pratiques que j'ai vues dans les ateliers n'ont pas été décisives dans ma formation d'ouvrier et d'industriel. Mais ce qui se passe, c'est qu'il découvre le monde, ce qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire depuis son petit village. Et le monde, ce qu'il découvre, c'est un monde d'injustice, un monde... On est dans les années 1837, donc c'est pas longtemps après 1832. Ça veut dire 1832, c'est la révolte des canuts, vous savez, les ouvriers du textile à Lyon, ce que Marx comprendra comme la naissance du prolétariat. Peu importe Marx, mais c'est l'idée que dans ces années-là, il y a une conscience de la classe ouvrière qui s'exprime. Voilà. Et il va assister aux discussions dans les ateliers, on parle d'égalité, de justice. Lui, il écoute tout ça, il a 16 ans, il a 17 ans, il ouvre ses oreilles et puis il prend ce qu'il y a à prendre, mais il nous dit je voyais pas la solution dans tout ce que j'entendais. Pour moi, parce que c'était surtout des idées ou saint-simoniennes, du nom d'un autre utopiste qui s'appelle Saint-Simon, qui voyait les industriels à la tête du gouvernement, industriels là aussi au sens large, ou des préceptes communistes, l'égalité, chacun selon ses besoins, ce genre de choses. Mais il ne voyait pas la formule de la transformation de la société et de la suppression de ces injustices dans tout ça. Et puis il rentre chez lui, dans son village. Il fonde son propre atelier de serrurerie en 1840.
Son premier geste industriel, c'est déposer un brevet. Bah tiens, son premier geste industriel, c'est un geste intellectuel, le dépôt d'un brevet. Il a une conscience que c'est un autodidacte, encore une fois, que la propriété intellectuelle, ça va être ça, ce sur quoi va reposer le succès de l'industrie naissante. Et ce brevet, il est déposé pour la fabrication d'un poêle à charbon en fonte de fer. Fonte de fer, c'est ça qui change tout. C'est pas la tôle de fer. Et c'est ça qui va faire le succès de l'entreprise. Mais Godin, c'est pas Bill Gates, quoi. Et il se réveille pas un matin après avoir pillé le monde en se disant quel bien je vais faire autour de moi. C'est pas un industriel quelqu'un qui va devenir industriel, il construit son petit atelier, là aussi en industrie il est autodidacte, il va devenir un capitaine d'industrie brillant, mais pas un capitaine d'industrie normal, c'est-à-dire que dans le même temps il devient fourriériste, il va lire Fourier, parce qu'il est toujours à la recherche, lui depuis qu'il a 17 ans, son problème dans la vie c'est de faire de la justice sociale, voilà, d'une manière ou d'une autre, et il se dit, moi, je suis serrurier, je vais essayer en tant que serrurier. Il aurait été chanteur d'opéra, il aurait chanté à l'opéra, mais pour faire de la justice sociale, c'est ça son ambition de la vie. Ces années-là de Tour de France l'ont profondément marqué au point de vouloir tenter une transformation du monde. Et l'industrie pour lui est, parce que ça lui est donné, étant donné son contexte familial, l'industrie, elle va être le moyen de cette transformation du monde. Et ça change complètement les perspectives sur ce que peut être l'industrie et le rapport de l'industrie à la société. L'industrie, elle est le moyen de transformer, pour lui, le moyen de transformer le monde. Et puis après des épisodes dont je vais vous passer le détail, en particulier une aventure de fourriériste au Texas, après 1848, il va se décider, au départ, il faut imaginer le petit gars qui n'a pas été à l'école, qui doit avoir un fort accent picard, et qui discute avec les fourriéristes. Les fourriéristes, c'est des médecins, des ingénieurs des ponts et chaussées, des polytechniciens, parce que Polytechnique, dans les années 1830, c'est un repère de hippies, quoi. Parce que c'est un foyer de fourriéristes, de Saint-Simoniens d'abord et de fourriéristes. Donc les utopistes, ils sont dans l'école qui forme l'élite de la nation, ce qu'on n'a pas du tout idée aujourd'hui. Mais il y a des Saint-Simoniens et des fourriéristes, et des Saint-Simoniens qui vont devenir fourriéristes. C'est plus moderne d'être fourriériste que Saint-Simonien, on va dire. Et le chef de l'école fourriériste, cette école qui va se créer dans ces années 1830 après la mort de Fourier, il s'appelle Victor Considérant, c'est un polytechnicien. Et lui, il les écoute forcément. C'est pas dans le débat, on imagine que c'est pas lui qui conduit les débats ou qui peut briller intellectuellement auprès de ces gens-là. Pour discuter la pensée fourriériste, pour imaginer les solutions d'application du fourriérisme. Ils sont très actifs, ils publient beaucoup, ils ont un rôle politique, ils ont un journal qui s'appelle La Démocratie Pacifique, et qui sera un des repères de la Révolution de 1848. Ils sont élus députés après 1848, donc vous voyez, c'est pas exactement des hippies marginaux qu'on pourrait imaginer. Enfin, c'est des gens qui sont au cœur de la société, qui sont influents sur la société, et pourtant en nombre c'est ridicule. Enfin, vous voyez, ils sont quelques centaines, quelques milliers, enfin, un peu comme les hippies dans les années 60, c'est quelques milliers de personnes, mais dont l'influence sur le monde va être considérable, on le sait bien, quoi. Même s'ils étaient peu nombreux et si on les a considérés comme en marge de la société. Mais petit à petit, ce Godin, il va prendre de l'assurance, surtout après cette expérience échoué au Texas. Lui, il juge, il a été un des gérants de cette expérience. Il ne va pas au Texas, il est sur le point d'y aller, puis il n'y va pas parce qu'il voit que les choses se passent mal. Et il va décider de mener une expérience de type fourriériste, mais selon ses propres vues. Il va rester un adepte du fourriérisme, mais se défier des fourriéristes, parce que pour lui,
ils jugent qu'ils sont trop enthousiastes, ils veulent le bonheur ici et maintenant, veulent construire un phalanstère, et puis on met 1600 personnes, parce que c'était la communauté du phalanstère qui s'élevait à ce nombre d'individus, et puis le monde harmonieux va apparaître. Et lui, il renonce à cette idée. Tout de suite, il comprend que c'est un chemin qui va être parfois douloureux, que c'est pas en claquant des doigts, pour parler vulgairement, que la société idéale, elle va advenir. C'est une construction, c'est une éducation, c'est un processus, c'est progressif, ça c'est un mot gaudinien, et pas du tout fourriériste. Et même dans cette image-là, cette image, elle nous dit que c'est pas exactement du fourriérisme. Parce que cette construction-là, vous voyez, là, il y a 2 ailes d'habitation dans ce qu'on appelle, nous, le palais social. En fait, il en faut une 3e qui est là, le palais complètement formé. Ça veut dire que ce bâtiment-là, cet ensemble-là, il va se construire petit à petit, progressivement. Ce n'est pas un palais qu'on construit tout d'un coup. Il est fini, on a fini les plâtres, il y a 1600 personnes qui viennent y habiter, puis tout va bien tout d'un coup, parce que l'attraction passionnée, elle va marcher du tonnerre de Dieu, et cette organisation harmonieuse, elle va produire 4 fois plus que ce que le monde peut produire s'il est mal organisé. C'est progressif. L'architecture, elle dit ça. Et ce familistère, il s'édifie près d'une usine qui est naissante à ce moment-là. Lui, il crée ses premiers ateliers dans son village natal en 1840, puis en 1846, il va transférer ses ateliers à Guise. Effectivement, il faut dire Guise, à Guise, même si on dit le duc de Guise à son château à Guise, quoi. Mais voilà, ils sont un peu schizophrènes à Guise. Et cette usine, c'est une usine de fabrication de poêles et de cuisinières en fonte de fer que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, hein, ce qu'on appelle les poêles Godin aujourd'hui, entreprise qui existe toujours. Hein. Malheureusement plus sous sa forme néo-fourriériste, hein, mais c'est une entreprise capitaliste familiale, je veux dire traditionnelle, enfin habituelle. Mais jusque 1968, les poêles Godin que vous achetiez, et peut-être vos parents, ils ont acheté des poêles Godin coopératifs sans le savoir, qu'ils étaient coopératifs. Tout à côté de cette entreprise, là c'est une image de 1871, donc l'usine n'a pas encore son développement complet, hein, c'est une usine qui occupe aujourd'hui les locaux anciens, ça couvre à peu près 6 hectares. Donc c'est très grand. Hein. Et voilà cette cité qui se construit à côté. Et vous voyez tout de suite ce qui est très frappant, c'est que ce n'est pas des petites maisons les unes à côté des autres. Ce n'est pas la cité ouvrière telle qu'on se l'imagine. Ce n'est pas la cité minière, le familistère. C'est même pas une cité ouvrière, parce que tout le monde habite là. Il n'y a pas de château de patron, de maison de contremaître et de cabane d'ouvriers. Tout le monde habite dans un palais. Godin lui-même, mais les ouvrières, les ouvriers, les contremaîtres, les instituteurs et les institutrices de l'école, etc. Tout le monde, pas tout à fait, j'y reviendrai tout à l'heure. Et voilà le paysage du familistère, c'est un nouveau phalanstère qui ne s'appelle pas phalanstère, il l'appelle le familistère, il crée un néologisme, c'est un lecteur de Fourier. Donc un lecteur de Fourier, qu'il le veuille ou pas, il fabrique des néologismes. Encore une fois, parce qu'il faut décrire un monde nouveau, et ce monde nouveau ne peut pas emprunter les mots du vieux monde. Et ce phalanstère, le mot familistère, pardon, il est construit sur le modèle de phalanstère. Le phalanstère, c'était le palais de la phalange, stère comme monastère, hein, le palais de la phalange. Phalange, c'est cette communauté d'individus de 1620 personnes. Le familistère, c'est le palais des familles. Voilà. Cette petite différence, elle dit beaucoup aussi, je passe dessus, c'est-à-dire l'unité sociale, ça reste la famille au familistère, même s'ils essayent de s'en dégager, tandis que c'est l'individu au phalanstère. La famille, ça n'existe plus. Ça, c'est un truc du vieux monde, la famille. Dans le kibbutz aussi, hein, c'est sans doute la chose la plus complexe à remettre en question quand on veut faire table rase du passé et reconstruire une société, faire exploser la cellule familiale. Vous savez qu'au kibbutz, une des constantes de la plupart, pas tous, mais des kibbutz,
c'est de séparer les enfants des parents. Il y a une parenté sociale, c'est l'ensemble de la société qui s'occupe des parents et pas simplement les parents biologiques. Au kibbutz, un kibbutz régulier, vous voyez vos parents 2 heures par jour et après vous retournez au kibbutz des enfants, dans le bâtiment des enfants et vous avez affaire à la communauté des individus. Et c'est sans doute une chose qui va être rapidement mise en question et c'est une chose qui est au cœur aussi du fourriérisme, comment on fait exploser la structure sociale traditionnelle, celle sur laquelle repose, on dirait aujourd'hui, le patriarcat et au bout du compte, l'organisation du travail telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Fourier appelle ça, le vieux monde, Fourier appelle ça la civilisation. Mais pour lui, c'est dépréciatif, la civilisation. C'est le vieux monde. Lui, c'est la société de l'harmonie. Voilà le famille-serre aujourd'hui, donc vous voyez, on ne vous raconte pas de carabistouille, hein, c'est bien ce grand palais avec une usine. En vrai, c'est ce grand palais avec une usine, c'est pas juste une gravure, c'est pas juste du papier, ça c'est très important, hein. Godin il se défiera, on lui dira mais c'est une utopie votre truc, lui dira non, c'est bien réel, moi je fais de la science sociale et les Fourier, ils disent jamais qu'ils font de l'utopie, quand vous êtes utopiste, vous dites jamais que vous faites de l'utopie, c'est toujours les autres qui vont dire que vous faites de l'utopie. Pour les Fourieristes, Saint-Simon était un utopiste, mais pour Marx, c'est les Fourieristes qui sont des utopistes, et pour nous, c'est Marx qui était un utopiste, et on verra ce que diront les autres de nous. Eux, ils font la science sociale au sens où, en vérité, hein, parce qu'ils participent à la construction de la sociologie, mais sauf que la science sociale, elle comporte pas simplement de la théorie, mais aussi de la pratique. C'est faire l'expérience du monde qui a été décrit dans les textes de Fourier, qui sont passés au crible de la pensée de Godin. Et ce n'est pas une application bête et méchante du fourriérisme, il va retenir du fourriérisme ce qui va l'intéresser, avec une ambition forte. Hein. Je ne fais pas juste du fourriérisme affadi, ou du fourriérisme Canada Dry. Hein. C'est un fourriérisme qui est passé au crible de sa pensée, de ce qui est le plus ambitieux, mais réalisable. Et lui, ce que Godin va retenir principalement, d'abord du fourriérisme, c'est cette idée de l'association du capital et du travail. Voilà, ça c'est une idée, Fourier la formule plus complètement, association du capital, du travail et du talent. C'est des gens qui sont foncièrement pacifistes. Et il ne s'agit pas que le travail s'empare du capital ou renverse le capital. Il faut associer le travail et le capital, à la condition que ce soit le travail qui gouverne le capital. À cette condition-là. Mais du coup, c'est une révolution qui est sociale, qui est puissante, mais qui est en même temps pacifiste. Complètement pacifiste. Pour eux, la Révolution française, elle laisse... après, la Révolution sociale n'a pas été une révolution sociale, c'est une révolution politique. Et le 19e siècle voit apparaître une nouvelle féodalité, qui est une féodalité industrielle, avec ses maîtres et ses serfs, ses capitaines d'industrie et ses ouvriers. Et toute l'idée du socialisme, c'est de dire comment on peut abolir le salariat, parce que le salariat, c'est un reste de l'esclavage, comme le mariage est un reste de l'esclavage. Tous ces trucs du vieux monde, là, c'est asservissant. Et il faut pouvoir s'en libérer. Et tout l'enjeu de l'expérience sociale, jusqu'à un certain point, on va le plus loin possible, mais dans les limites de la réalité aussi, c'est-à-dire avec des gens comme vous et moi, c'est pas les gens qui ont participé à cette expérience, c'est pas ceux que vous voyez là, dans la cour de l'usine, ça c'est l'ensemble du personnel, donc ils ne sont pas 12 à élever des chèvres en Ardèche, hein. Ils sont 1500 à travailler dans cette usine-là, il y a une succursale à Bruxelles, ils sont 500, au plus fort de l'activité, il y aura près de 3000 salariés dans l'entreprise, dans les usines du Family-Serre, donc c'est une échelle sociale qui est importante, enfin, c'est une valeur cette expérimentation sociale, ça veut dire quelque chose, mais eux, ils n'en ont rien à faire du fourriérisme, ils étaient là, ils travaillent, ils ne sont pas des socialistes enthousiastes ou des fourriéristes enthousiastes, ce sont des gens qui travaillent. Toute la question, c'est une expérience dans les conditions de la réalité telle qu'elle est, je la prends et je vois jusqu'où je peux profondément la transformer.
C'est tout l'enjeu du Familistère, toujours mu avec une très forte ambition, mais tenant compte aussi de la réalité telle qu'elle existe, des gens tels qu'ils sont, et quel chemin on fait ensemble. C'est tout l'enjeu. Tout le chemin qu'on fait ensemble à partir d'un projet qui n'a pas été conçu par eux. Ça, c'est la difficulté. Et ça, c'est une difficulté qui va être constante dans l'histoire du Familistère. Et au passage, vous voyez, je ne sais pas si on voit très distinctement tout, mais la photographie, elle est intéressante parce qu'on voit quelques femmes, mais pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup. C'est une fonderie. D'abord, le cœur de l'usine, c'est une fonderie. Donc, il y a quelques femmes qui travaillent à la râperie, à l'émaillage, mais il n'y a pas de femmes mouleuses, hein, il n'y a pas de femmes dans cet atelier-là, par exemple. Voilà. Il y a les femmes, elles travaillent dans les services du Familistère parce que les femmes et les hommes ont les mêmes droits au Familistère. Les plus féministes des socialistes au XIXe siècle sont les fourriéristes, objectivement. Et elles sont électrices éligibles au même titre que les hommes dans toutes les instances du Familistère. Et il n'y a pas d'enfants de moins de 14 ans. Ce qui est, pour quelqu'un du 19e siècle ou de 1900, cette photographie elle date de 1900, qui regarde cette image, il serait parfaitement étonné. Parce que normalement, dans une photographie du personnel d'une usine jusque la Première Guerre mondiale, ben, vous voyez des enfants qui ont 7 ans, qui ont 6 ans travailler. C'est normal parce que ce n'est pas interdit par la loi, tout simplement. Il faut attendre 1872 pour que les enfants de moins de 12 ans ne puissent plus travailler dans la grande industrie plus de 12 heures. Dans la grande industrie, c'est-à-dire ailleurs, on continue à travailler dans les petites manufactures, on continue à faire travailler les enfants. Moins de 12 heures, vous imaginez, donc ça veut dire, ça commence à être, c'est un bien que les enfants travaillent 11h30, quoi. Par jour, ouais, j'entends, hein, par jour. Donc, voilà, mais il faut se rendre compte de ce monde-là. Il y a des enfants qui travaillent, dans notre monde ça existe, hein, des enfants qui travaillent 10 heures ou 12 heures, dans notre monde ça existe. Ça n'a pas disparu du tout. Hein. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'enfants de moins de 14 ans parce que ils vont à l'école pendant ce temps-là. Voilà, l'école elle est obligatoire au Familistère. Donc voilà, l'ambiance, hein, c'est ces gens-là qui habitent dans le Grand Palais. Voilà, les produits finis, là on est dans l'atelier d'emballage, donc vous voyez, c'est des immenses ateliers, c'est ça multiplié par 50 ou 100. Hein. Là ils emballent les appareils qui ont été fondus par les personnes que vous avez vues juste avant, donc on emballait avec de la paille. La difficulté avec la fonte, c'est que c'est cassant au transport. C'est une vraie difficulté, c'est lourd. Et c'est cassant au transport. Donc toute la problématique des transports, c'est une problématique qui est cruciale pour une entreprise comme ça. D'une part, s'approvisionner en charbon et en coke pour faire la fonte, et puis d'autre part, expédier ces produits finis. Ça coûte cher, ça casse, c'est compliqué. Et une entreprise qui fonctionne toujours, hein, plus sous le modèle coopératif dont je vais parler, mais voilà, 2 fondeurs sur une chaîne de fabrication de l'usine. Et voilà le Familistère dans son ensemble avec un petit bout de l'usine sur la gauche de l'image pour vous. C'est ce qu'on appelle, nous, le palais social, les bâtiments d'habitation. Les grands bâtiments que vous voyez sont des bâtiments d'habitation. Et en face, ce sont les bâtiments que Godin appelait d'industrie domestique, ça c'est un terme fourriériste, c'est-à-dire ce qui relève du domestique est déjà d'ordre industriel. Il faut le traiter de la même façon. Il a une vision industrialiste du monde, un des trucs du fourriériste, c'est-à-dire comment je quadruple le produit avec ma nouvelle organisation du travail et mon organisation sociale. Et le premier exemple que donne Fourier, dans le texte que je vous ai montré tout à l'heure, le nouveau monde industriel, le premier exemple qu'il donne, c'est faire la cuisine. C'est-à-dire que ce qui va donner l'exemple de la transformation de l'organisation industrielle,
c'est l'organisation domestique. Ça veut dire que c'est la révolution domestique qui va donner le ton de la révolution sociale, au bout du compte. Et la cuisine, pourquoi ? Parce qu'au phalanstère, et tel que Godin l'imaginait au début au phalanstère, il y a 50 personnes qui font à manger pour tout le monde, et elles ont 10 fourneaux, et il n'y a pas 500 fourneaux pour chacun avec 500 cuisinières. Donc c'est des gens qui connaissent leur métier, parce que faire à manger, c'est un métier. Tout le monde ne sait pas faire à manger, et faire à manger, créer des aliments sains, bien cuisinés, c'est pas donné à tout le monde. Et puis d'autres, c'est une économie terrible de faire marcher 50 fourneaux au lieu de 500. Ils donnent ça comme exemple. Et ça, c'est valable pour l'ensemble de leur pensée de la société. C'est pas des petites maisons individuelles. Non, économiquement, c'est une aberration. Socialement, c'est une aberration. C'est une horreur même. Le cauchemar d'un fourriériste, c'est la petite maison individuelle avec son petit jardin. Ça, c'est le cauchemar. Quand il se réveille la nuit, le pire qu'il puisse imaginer, c'est la petite maison avec son petit jardin. Non, pour faire société, il faut habiter ensemble. Et sur le plan économique, c'est justifié. J'ai une buanderie, ce qui me permet, ce dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, parce qu'en France, il y a un truc, c'est que l'habitat collectif, il a mauvaise presse. Parce qu'on a voulu lui faire mauvaise presse. Parce que pour réussir sa vie, il faut que j'ai ma petite maison. Ma montre bidule, là, et puis ma petite maison. Mais c'est une aberration économique, et ça peut pas concerner les classes populaires. Il y a une richesse dans l'habitat collectif à laquelle je peux accéder, qui m'est impossible si j'habite individuellement. Dans un palais social comme le Famille-Serre, je peux avoir un théâtre. Le théâtre, c'est une petite merveille, pour ceux qui connaissent le lieu. C'est un vrai théâtre en bonne uniforme. C'est Versailles, le Famille-Serre. Il y a un théâtre à Versailles, il y a un théâtre au Famille-Serre. C'est un théâtre de type bourgeois. Il y a un jardin en eau à Versailles, il y a un jardin en eau au Famille-Serre. Mais en plus, qu'il n'y a pas à Versailles, il y a des écoles avec des institutrices et des instituteurs. Et ça, si je vis tout seul dans ma petite maison, je ne peux pas l'obtenir. Donc ça veut dire que c'est une libération d'habiter le collectif, pour beaucoup de gens. Ce dont on ne se rend plus compte aujourd'hui, parce qu'on est content d'habiter dans sa petite maison ou dans son appartement. Mais c'est une libération pour beaucoup de gens, parce que c'est ce que Godin va appeler, il utilise ce mot-là, il forge cette idée-là pour se faire comprendre, c'est de l'ordre de la propagande au bon sens du terme, les équivalents de la richesse. Et ça décrit l'état progressif et transitoire de l'aventure du Famille-Serre. On ne peut pas faire tout de suite que chacun devienne riche. Enfin, multiplier par 4 le produit de l'industrie et les richesses, ça ne se fait pas tout de suite. Non, il peut se retourner vers lui, il dit non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas faire tout de suite que chacun soit riche et bénéficie d'un précepteur, de bains, etc. Mais collectivement, on peut d'ores et déjà atteindre ces richesses qui sont des équivalents de la richesse. Le théâtre, les jardins, la buanderie-piscine, un service de pharmacie, un service médical, des écoles, des magasins. Tout ça, c'est des équivalents de la richesse. Parce que de l'eau à tous les étages, j'ai pas besoin de faire comme font toute la population française. J'ai pas besoin de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, j'ai pas besoin de marcher 3 heures pour aller au travail, etc. Tout ça sont des équivalents de la richesse. Ce qui est très étonnant à lui, c'est que ces équivalents de la richesse, ils sont toujours actifs aujourd'hui. Il y a un théâtre dans cette petite ville de 4500 habitants, c'est le nôtre. Il y a un jardin public, il y a 2 jardins publics, ce sont les nôtres. C'est-à-dire que c'est des choses que nous lègue le Famille-Serre et que nous, on est chargé de transmettre à la population encore aujourd'hui, quoi. À l'intérieur de ce palais, voilà ce qui se passe. La manifestation de la collectivité. C'est ce palais, comme vous pouvez le voir là. L'autre nom du Famille-Serre sous la plume de Godin, parce que Famille-Serre, au bout d'un moment, il se dit c'est un peu techno, quoi. C'est juste les fourriéristes qui vont comprendre.
Donc je vais lui trouver un autre nom pour me faire comprendre de tout un chacun. Et palais social, ça lui semble bien expressif, c'est vrai, le palais social, on voit tout de suite de quoi il retourne, quoi. C'est un Versailles, mais pour des gens qui ne sont pas des princes, quoi. C'est ça que ça doit évoquer. Et ces bâtiments d'habitation, ils sont organisés autour de grandes cours couvertes, que vous pouvez voir là, les trois. Et dans la cour couverte, voilà ce qui se passe. Donc, c'est des grands espaces vides, qui sont des grands puits de lumière, mais qui sont aussi le lieu d'expression de la communauté. Ici, s'organiser ici de grandes fêtes, parce qu'un monde nouveau, fête nouvelle. Donc, on fait table rase des fêtes du passé qui ne regardent que le passé. Et on invente deux fêtes passionnantes, parce que c'est des fêtes qui ne sont pas commémoratives. C'est la fête de l'enfance et la fête du travail. Et la fête du travail, celle que vous connaissez sous la forme de la fête du travail du 1er mai, elle s'invente en 1867 au ministère de Guise. Et elle a ceci comme particularité de ne regarder que devant soi. Elle commémore rien. Elle fait pas les gens se retourner. C'est pas la Saint-Blaise ou la Saint-Médard ou la Saint-Truc qui commémore quelque chose du monde d'avant. C'est uniquement célébrer le présent et l'avenir. C'est pour ça qu'elles sont toutes très particulières, ces deux fêtes, en particulier la fête du travail. Elles avaient à peu près le même sens, la fête de l'enfance et la fête du travail. C'est célébrer la réussite de cette société industrielle. Faire la démonstration de la prospérité et de l'harmonie. Et vous voyez, quand on s'attache à regarder précisément la photographie, on est étonné parce que ici ce sont des mouleurs, des rappeuses, c'est des ouvrières, des ouvriers pour la plupart, mais ils sont habillés comme des bourgeois. On se croirait dans un hôtel de luxe. C'est l'image que donne le féministe. Et l'autre image, ça aussi, c'est une image qui au XIXe siècle frapperait les spectateurs. Quel luxe! Ce linge, ces jouets, c'est un luxe inouï dans la crèche du familistère. Vous voyez, il y a quelque chose un peu du kibbutz là. Essayer de créer des institutions où les enfants, où on décharge les parents des enfants, pas uniquement pour décharger les parents. Ça permet aux femmes de travailler, d'accomplir un rôle, une fonction sociale complète, d'organiser une crèche très tôt, depuis 1866, il y a une crèche au familistère, donc c'est une crèche d'exposition universelle, un bâtiment. C'est le seul bâtiment qui est disparu au familistère, mais un bâtiment tout à fait exceptionnel, avec des équipements tout à fait exceptionnels, du mobilier dessiné ad hoc, une abondance de linge et de jouets, une abondance de personnel. Oui, il y a 3 nourrices qui s'occupent des nourrissons. Alors au familistère, on n'appelle pas ça crèche, c'est un mot du vieux monde. On appelle ça la nourricerie pouponna. C'est des mots fourriéristes. Fourier, il décompose les âges de l'enfance, comme ça, les nourrissons, les bambins, les séraphins, etc. Et il reprend cette terminologie c'est autre chose qu'une crèche, parce qu'une crèche a l'image de la pauvreté, et c'est pas dans la pauvreté qu'on éduque ces enfants-là, c'est au contraire dans l'opulence, dans l'abondance, et c'est ça qu'on veut montrer. Et ces images, c'est des images aussi de propagande. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut jamais se mettre en dehors du monde. Quand on veut changer le monde, il faut se mettre au bord du monde pour montrer de telles images et dire, voilà, ça existe, ces lieux-là, ils existent et ils ont telle existence. Ou des écoles remarquables, mixtes, bien sûr, ce qui n'existe pas dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec un mobilier dessiné spécialement suivant les plans de Godin, etc., etc. Et tout ça se formalise, donc ça s'expérimente, il met en place tous ces services de crèche, d'école, ces services d'hygiène, je ne vous ai pas montré la buanderie piscine, ou voilà, tous ces équipements, ces magasins. Et puis, il va chercher à formaliser ça parce que, et c'est là où on revient un peu à pas un point de départ, mais à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quelle est l'articulation entre
l'industrie et la construction sociale au familistère. L'idée, elle n'a jamais été pour Godin, il a été fourriériste en même temps que capitaine d'industrie. C'est pas un capitaine d'industrie qui devient fourriériste, hein. C'est les deux, et l'industrie, elle est le moyen de la transformation sociale. Le palais social, pour lui, c'est pas un acte de philanthropie. Godin, il déteste la philanthropie. La philanthropie, ça change pas le monde. C'est un cataplasme sur les maux du monde, mais ça change pas le monde, la philanthropie. Le palais social, pour lui, c'est une rétribution en nature du travail, toujours dans cette optique, comment je peux abolir le salariat. Ils sont salariés, les gens, il ne sera jamais aboli au familistère. Mais comment je rétribue le travail à hauteur de ce qui lui est dû. C'est le travail qui produit les richesses. Il n'est pas normal que ces richesses, elles profitent à d'autres que ceux qui travaillent. C'est ceux qui travaillent, qui produisent les richesses, qui doivent bénéficier des richesses. Ça se fait dans un premier temps en nature. Le palais social, les équipements que je vous ai montrés, l'école est gratuite, hein, la crèche elle est gratuite. Donc ça, c'est des moyens de rétribuer le travail, de rendre des richesses au travail. C'est pas du tout ce qu'on appellera plus tard au XXe siècle une attitude paternaliste. C'est pas juste créer des logements pour des ouvriers pour qu'ils soient bien logés. Oui, madame. Bien sûr, ils perçoivent un salaire, ces gens-là. Vous allez voir comment ça se transforme, mais ils sont salariés au départ de la manufacture. Godin-Lemaire, elle porte le nom de sa première épouse. Et puis, c'est pour ça que je vous montre cette image. Tout ça a été le préambule. Il faut passer à l'étape supplémentaire. Ce pourquoi tout ça a été développé, c'est quoi? C'est un projet d'émancipation collective. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt à développer l'usine en soi. Le seul intérêt à développer l'usine, et Godin était leader dans son secteur d'activité, hein, c'est le seul exposant dans le secteur du chauffage à l'exposition universelle de Londres en 1862, il expose dans les grandes expositions universelles en 67, en 78, et puis après sa mort en 89 à Paris. Enfin, lui considère en 62, c'est le plus grand constructeur d'appareils de chauffage et de cuisson au monde. Voilà. Il faut nuancer parce que ça s'exporte peu pour les raisons que je disais tout à l'heure. On n'exporte pas des appareils aux États-Unis quand on les produit en France. Au mieux dans les pays voisins de l'Europe et puis au nord de l'Europe depuis l'usine de Bruxelles. Donc c'est une façon de parler, mais disons, il considère que ces produits sont supérieurs, tout au moins à ceux de ses concurrents. Donc, mais ça n'a de sens que pour développer l'institution sociale. Ça n'est que ça le sens. S'enrichir par l'industrie pour s'enrichir par l'industrie, ça n'a pas de sens social, donc ça n'a pas de sens. Et la perspective est ainsi tracée. Donc dans l'image que je vous montrais tout à l'heure de l'usine et du familistère, ce n'est pas l'usine qui rend possible le familistère, c'est l'objectif de l'usine, c'est le familistère. Le but de l'usine, c'est le familistère. Et ça se formalise dans les statuts de l'association coopérative du capital et du travail. En 1881, ils fondent légalement l'association coopérative du capital et du travail. Et les statuts, vous voyez, c'est pas statut de la société du familistère, ça porte un nom qui décrit l'objet même de cette association. C'est la mutualité sociale et association du capital et du travail ou extinction du paupérisme par la consécration du droit naturel des faibles au nécessaire, du droit des travailleurs à participer aux bénéfices de la production. Je ne sais pas si vous connaissez des statuts de société dont l'intitulé peut ressembler à celui-ci, mais c'est un programme en soi. Mais cet ouvrage-là, il contient les statuts de la société du familistère. Comment est organisée la gouvernance du familistère et quels sont les règlements qui régissent cette cité particulière avec dans l'objectif l'extinction du paupérisme. C'est un clin d'œil à Napoléon III. Vous savez que Napoléon III était l'auteur d'un ouvrage qui s'appelait Extinction du paupérisme, mais pour des fourriéristes, c'était une blague, quoi. C'est eux c'est leur pensée à eux qui peut produire l'extinction du paupérisme. Et c'est ça l'objectif de l'industrie. Hein.
C'est l'extinction du paupérisme. Et M. Gaudin, du coup, il s'était engagé un peu dans la politique aussi ou pas du tout? C'est-à-dire pour essayer de plus porter son programme, son mini-programme, et puis le montrer au plus grand monde ou pas du tout? Alors, oui et non. Oui, parce qu'il se présente quand les fourristes vont se présenter aux élections après la Révolution de 1848. Il va se présenter, mais lui, il va échouer, tandis que des confrères à lui vont être élus. Et puis, il va se retirer de la politique après 1848, parce qu'on est sous le Second Empire. Après le coup d'État de 1851, c'est un régime d'abord autoritaire, hein, le régime Napoléon III, avant de s'assouplir dans la fin du régime. Donc là, il s'occupe du familistère, il ne réapparaît pas du tout en politique. Et il va reprendre service dans la vie publique à l'avènement de la République. La plupart, pas tous, mais la plupart des Fourier sont républicains. Fourier, lui, s'en fichait de la politique. Ça, c'est un truc des successeurs de Fourier. Lui, Fourier, il disait la révolution politique française, elle n'a rien donné, donc il faut se désintéresser du politique et s'intéresser uniquement au social. Que ce soit une dictature, une république, une démocratie, je m'en moque. C'est autre chose qu'il s'agit de construire. Eux, non. Les successeurs seront républicains et pour partie démocrates. Et Gaudin, il va devenir député en 1871. Un seul mandat. Parce qu'il va s'apercevoir que... Et lui, dans son idée, son projet de député, c'est de faire de la mutualité sociale, donc à l'échelle du familistère, une mutualité nationale, à l'échelle du pays, de la nation. Et puis ça ne marche pas. Parce que, d'une part, au début de la Troisième République, c'est une république de l'ordre, donc une république très cléricale et puis encore très monarchiste. Et puis aussi parce qu'il s'aperçoit que la politique n'est pas son monde, quoi. Et que le monde de la politique, de compromis, de jeu, c'est pas le monde qu'il imaginait lui. Et il s'aperçoit assez rapidement que c'est pas comme ça que les choses vont pouvoir être transformées. Néanmoins, il garde un œil sur la politique parce que même quand il abandonnera il se représentera pas, il va essayer il fera des propositions de loi, il se servira de son titre d'ancien député pour essayer d'agir sur la politique nationale. Il fera des propositions de loi sur les impôts en particulier, toujours dans cette optique depuis qu'il a 17 ans, la justice sociale, donc comment on va supprimer l'impôt sur les travailleurs et comment il exprime comme ça, comment on va enlever aux morts pour donner aux vivants. Parce qu'il est partisan de la suppression de l'héritage en ligne collatérale à partir de, je ne sais plus, la quatrième ligne, et que ça revienne à l'État pour créer des institutions sociales. Voilà, par exemple. Il essaiera, avec pas beaucoup de succès, mais il essaiera. Et au bout du compte, la politique n'est pas son moyen, quoi. Voilà, ce qui n'est pas tout à fait étonnant. Et à travers donc ces statuts de mutualité sociale, il donne un nouvel élan au familistère. C'est ces statuts qui font que le familistère et l'usine, parce que sous la plume de Gaudin, familistère, ça désigne aussi bien la partie habitation sociale, si vous voulez, que la partie industrielle, devient la propriété collective de ces travailleurs et travailleuses habitantes. Ils deviennent collectivement propriétaires de l'ensemble. Et ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il y a des organes du coup de gouvernance. Ça, c'est le comité de gérance de l'entreprise. Il n'y a plus de patron. Il y a un administrateur gérant. La première assemblée générale de l'association coopérative du capital du travail en 1880, Gaudin il s'adresse à l'assemblée de ses actionnaires. Donc ces actionnaires, c'est des travailleurs et des travailleuses. Hein. Il n'y a pas d'actionnaires extérieurs. C'est ceux qui produisent la richesse, qui détiennent le capital. Il va s'adresser en leur disant « chers amis ». Il ne leur dit pas « mes bons ouvriers, chers amis ». Et donc l'organe de gouvernance qui comprend des femmes, vous voyez au passage, en minorité certes, mais qui comprend des femmes. C'est Gaudin au centre. Voilà.
C'est en 1885, je crois, cette image, donc il commence à être un petit peu âgé. Lui, il est né en 1817 et il meurt en 1888, Godin. C'est un contemporain de Marx. C'est un autre socialisme, hein, mais c'est un contemporain de Marx. Une assemblée générale, une assemblée générale d'associés dans le théâtre. C'est dans le théâtre que s'exerçait la démocratie familistérienne. Et vous voyez là aussi la présence de femmes, le photographe. On sait qui est la photographe, c'est une fille du familistère, donc elle prend soin de mettre en avant la partie féminine de l'Assemblée. Dans la réalité, elles sont bien moins nombreuses que les hommes, mais on voit là qu'elle accentue leur présence. Et toutes sortes de comités, ici le comité des assurances mutuelles, un comité qui est composé des travailleurs et travailleuses. Ça, vous ne lisez pas tout, là, parce que c'est un schéma un peu complexe au familistère, c'est une grande simèse qui fait 2 mètres de haut. Ça, c'est l'expression des statuts qui sont contenus dans l'ouvrage Mutualité sociale dont je vous parlais. Au passage, si ça vous intéresse, c'est disponible sur le site de la BNF, vous pouvez le lire en ligne sur Gallica, qui est le site des ouvrages numérisés par la Bibliothèque nationale de France. C'est assez intéressant à lire, quoi. Avec au centre, c'est l'organisation de la démocratie familistérienne. Donc avec l'administrateur gérant au centre, qui est élu, sauf Godin, par l'Assemblée générale des associés, et tout un système de conseils, dont les noms vous sont familiers aujourd'hui, mais qui n'étaient pas à l'époque, un conseil de surveillance, un conseil de l'industrie qui s'occupe des affaires industrielles, le conseil de surveillance s'occupe de la légalité des actes de l'administrateur gérant, un conseil de gérance qui est le gros conseil de la société du familistère, c'est lui qui est décisionnaire dans la plupart des choses, et un conseil du familistère qui s'occupe des questions qui sont liées au familistère, toutes sortes de questions, l'organisation des fêtes, l'arrangement des logements, etc., etc. Et puis toutes sortes de comités, comité des assurances et de la maladie, comité des pensions, comité du fonds de pharmacie, etc., où les gens sont élus. Donc c'est une expérience démocratique, pas en plein Second Empire, mais sous la Troisième République, mais ces comités, ils existent dès le départ. Et pour Godin, moi je trouve que c'est intéressant l'espèce de complexité qu'il y a dans ce schéma-là, parce que ça montre que, c'est un indicateur du fait que tout ça est aussi un système d'éducation. Il s'agit de faire de l'apprentissage de la démocratie. C'est pas non plus d'un coup de baguette magique que tout d'un coup la démocratie va advenir, y compris la démocratie au travail. C'est une éducation. Il faut une acculturation à ça, comme il faut une acculturation à l'habitat collectif. C'est pour ça que je ne construis pas un palais d'un seul tenant, mais je vais construire une aile. Il y a des gens qui vont y habiter, ils vont s'acculturer à ce milieu-là, et ce premier essaim, il va servir à acculturer ceux qui vont arriver ensuite. Ce travail progressif, il est assez intelligent. Et bien de la même façon, il faut que les gens, ils apprennent à savoir ce que c'est une réunion. Donc comment... Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on le sache, c'est pas inné de savoir ce qu'est une réunion, écouter autrui, savoir construire son argumentation, l'exprimer convenablement, faire des synthèses, discuter, c'est pas donné, quoi. Ça demande un apprentissage. Et tous ces conseils, ils servent d'apprentissage à la démocratie. Il y a le familistère, d'une certaine manière, c'est une vaste entreprise d'éducation du personnel et des habitants au projet de gouvernance émancipateur, d'une certaine manière. Et ces comités, ils ont cette fonction-là. Et presque pour terminer, mais on va discuter, voilà, ça vous donne une idée de la répartition des bénéfices, parce qu'un des aspects, on parlait du salariat à l'instant, mais du coup, à partir du moment de la création de l'association coopérative du capital et du travail, les travailleurs, ils sont plus simplement des salariés, ils sont aussi des capitalistes, puisqu'ils détiennent le capital. Et donc, ils vont percevoir des revenus de leur salaire, bien sûr, mais aussi de leur capital. Ils vont toucher des intérêts de leur capital.
Donc, au famillicère, les travailleurs et travailleuses perçoivent des revenus de ces deux aspects-là. C'est une manière de diminuer le rôle du salariat, pas de l'abolir complètement, mais d'en diminuer la portée en rétribuant le travail pour ce qui doit être. Et on voit là que quand vous avez dégagé les bénéfices bruts, déjà les assurances mutuelles, elles sont payées, elles sont prélevées avant le bénéfice brut. Et sur les bénéfices bruts, on enlève les charges sociales, c'est-à-dire beaucoup de choses, mais en particulier l'éducation, les soins, tout ce genre de choses-là. Et on arrive avec les bénéfices nets, et vous voyez que ceux qui profitent le plus des bénéfices de l'entreprise, c'est le travail et c'est pas le capital. Le travail touche à peu près à ce moment-là, j'ai pris une année 1887 je crois, 2 fois plus en montant que le capital. Donc par ailleurs, le capital, c'est le capital des travailleurs, hein, mais c'est le travail qui est mieux rétribué que le capital dans un tel système de répartition des bénéfices qui est inspiré de Fourier. Oui. Le titre, c'est le capital, le travail et le talent. Ouais. Je voulais savoir si le talent, c'était une formule rhétorique ou s'il y a rien. Non, c'est pas une formule rhétorique. Déjà, chez Fourier, ça l'était certainement pas. Godin ne le retient pas dans le nom de l'association du capital et du travail, il laisse tomber talent, mais dans la réalité, il y a une part, comme vous le voyez là, qui est dévolue au talent. Et le talent, c'est les récompenses dues aux inventions. Au moment de la fête du travail dont je vous parlais tout à l'heure, on va récompenser ceux ou celles qui ont proposé une invention dans le cours de l'année, un moyen d'améliorer le système de production, un moyen aussi bien dans l'entreprise qu'au famillicère d'améliorer tel service domestique ou d'améliorer tel aspect de la comptabilité, ce genre de choses. Donc l'invention, elle est récompensée. Donc c'est stimulant naturellement, hein, bien sûr. Et au départ, ça a été tout un process, on aurait pu faire une conférence uniquement là-dessus, comment on récompense le talent. Et pour ceux que ça intéresse, ce qui s'est passé au famillicère est exemplaire et ultra passionnant. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas le décréter. Donc il met en place un système, il va tenter de faire en sorte que ce sont les travailleurs et travailleuses eux-mêmes et elles-mêmes qui élisent les talentueux. Et ça va être très complexe à mettre en place parce que lui, il sait bien, mais il veut donner cette chance-là. Et il sait bien qu'un groupe humain, il est par nature conservateur. Et puis un groupe humain, il se comporte par affinité. Et donc, les gens, ils vont voter pour le plus proche d'entre eux et pas forcément pour le plus talentueux. Donc il met en place toutes sortes de mécanismes pour essayer de réguler ça et de faire en sorte qu'à la fin, ce soit les plus talentueux qui soient récompensés. Mais bon. Petite manipulation quand même. Non, il fait vraiment des essais, plusieurs années, il fait des essais, jusqu'à tel point à un moment, il dit non, ça marche pas, donc plutôt de récompenser les talentueux, on va faire un grand banquet avec cet argent-là. Voilà, par exemple. Donc tout le monde sera récompensé de la même façon. Mais en même temps, c'est pas juste pour un fourriériste, parce qu'il faut pour un fourriériste, il veut récompenser les talents. Tout le monde a des talents différents, mais il est juste qu'il soit récompensé. C'est pas juste qu'un horloger gagne la même chose qu'un casseur de pierre. C'est pas juste. Et voilà. Donc il faut distinguer ces talents-là. Et pardon, mais pour compléter, dans la récompense des talents aussi, il y a ceux qui exercent des fonctions de direction dans le conseil de gérance, dans le conseil de surveillance. Ils ont un petit pourcentage dans leur exercice qui est réduit dans le temps, puisqu'ils sont élus pour 3 ans. Donc ils sont récompensés de participer à la gouvernance. On considère que s'ils sont élus, c'est à cause de leur talent, de quelque nature qu'il soit. Et enfin, ça c'est une chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est vraiment intéressante sur le plan de la gouvernance. Je marche sur mon fil. C'est cette question d'organisation de l'association. Il y a des catégories sociales au sein de l'association. J'ai dit tout à l'heure, enfin, j'ai pas dit encore,
tous les travailleurs et toutes les travailleuses n'habitent pas au palais social. C'est juste une partie. Il y avait 500 logements au Familistère. Donc, grosso modo, allez, au plus fort, il y a eu 2000 personnes qui habitaient au palais social, mais pas 2000 travailleurs et travailleuses, c'est toutes les familles. Donc, il y a un certain nombre de gens, et même beaucoup, qui travaillaient à l'usine, qui n'habitaient pas au palais social et qui ne sont pas associés, au sens premier du terme. Il y a des catégories sociales différentes, associés, sociétaires, participants, auxiliaires. Et il y a des droits et des devoirs différents selon les catégories sociales. Au départ, Godin il fait ça pour laisser à chacun la possibilité d'intégrer l'association en fonction de ses qualités. Parce que pour être associé, il faut savoir lire et écrire, il faut habiter au palais social depuis 5 ans, il faut posséder un titre de participation de 500 francs. Tout le monde n'est pas apte, certainement pas à savoir lire et écrire, ni posséder un titre de participation. Donc, ils vont pouvoir être participants au départ. Et puis, eux-mêmes ou leurs enfants pourront devenir sociétaires ou associés. Et au bout du compte, les associés va représenter l'élite de l'association. Et dans son esprit, dans l'esprit des conseillers de gérance, par exemple, tout le monde va pouvoir devenir associé. C'est une façon de tirer vers le haut la société. Et tout le monde habitera au palais, et tout le monde sera détenteur de titres de participation, et tout le monde fréquentera les écoles du Familistère, etc., pour que cette société elle soit harmonieuse. Dans la réalité, les choses vont se passer un peu différemment. D'une part, il y a une difficulté. C'est une difficulté que beaucoup d'expériences utopiques ont connue, Oneida en particulier, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est qu'il y a une partie de la main-d'œuvre, et ici une grande partie, vous voyez, qui est les auxiliaires, donc ça représente la grande majorité de ceux qui travaillent et celles qui travaillent. Ils font pas partie de l'association au même titre, et eux, ils correspondent en fait à la main-d'œuvre intérimaire. Comme dans l'agriculture, on a besoin d'une main-d'œuvre intérimaire quand c'est les moissons, ce genre de choses. Et dans l'industrie du chauffage, les gens ils achètent des poêles quand il fait froid et pas quand il fait chaud. C'est un truc bête, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Ce qui fait que on n'a pas besoin en permanence de 1500 personnes à l'usine. On a parfois besoin de 500 et parfois de 1500. Donc il y a une main-d'œuvre intérimaire qui ne peut pas s'intégrer à l'association au même chef, parce qu'ils ne peuvent pas habiter au palais social, parce que c'est des inactifs qui habiteraient au palais social, ça pose toutes sortes de problèmes. Mais du coup, le problème fondamental que ça pose, c'est que est-ce qu'on peut se dispenser d'une main-d'œuvre salariée qui ne soit pas associée? Ça pose un vrai problème existentiel pour un modèle comme ça. Une fois qu'on a dit oui, tout le monde deviendra associé, d'accord, ce sont des mots, mais comment faire tant qu'il y a une saisonnalité de la production? Il faudrait trouver une parade à la saisonnalité de production, ou trouver d'autres productions qui permettent d'embaucher ceux qui ne travaillent pas à la fabrication des poêles et des cuisinières. Ça pose toutes sortes de problèmes. Et puis, dans l'histoire, ce qui va se passer, c'est que, là aussi, c'est une histoire parfaitement humaine, le corps des associés, et au bout du compte, après la mort de Godin, il va trouver que c'est bien d'être à 250-300, c'est pas si mal. Finalement, c'est bien. Parce qu'en termes de répartition des richesses, c'est quand même mieux. Parce qu'un associé, il touche 2 quand le sociétaire ou le participant touche, quand le sociétaire touche 1 et quand le participant touche 0,5. Bien sûr, comme il y a des droits et des devoirs différents, il y a sa part dans les bénéfices, elle est plus importante. Et donc, il devient vraiment un corps aristocratique, au sens où c'est les enfants d'associés qui vont devenir associés, on va dire à la 3e génération de familistériens, et il y a très peu d'entrants nouveaux. C'est-à-dire il faudrait toujours une dynamique forte pour dire, non, pour forcer l'entrée de nouveaux, parce que comme ils sont élus par leur père, les associés, ils sont élus par le corps des associés. J'élis ceux qui me sont proches,
et pas ceux qui vont être, pas forcément pour ceux qui vont être utiles à l'association. Et puis c'est bien gentil d'élire des femmes, mais quand même, quoi. Donc elles sont électrices, elles peuvent être éligibles, mais dans la réalité, elles représentent 10% du corps des associés, alors qu'elles ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. Et voilà, il faut trouver les moyens de pallier à ce conservatisme du corps des associés. Donc il y a une question sociale et d'organisation de la gouvernante qui est forte, quoi. Il y a cette tentative-là, mais qu'est-ce qu'on en fait quand cette tentative est lancée? Dans le temps, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on s'en empare? Comment on la fait vivre? Comment on la fait revivre? C'est sur la durée que ça se joue. Après, bon, l'association coopérative, elle va vivre bien longtemps après la mort du fondateur. Les utopies, en général, elles déclinent quand le fondateur part ou il meurt, hein, de façon très, très générale. Très, très générale. Même, vous voyez, les kibbutz, qui étaient des institutions très puissantes, après ça commence à se crisper après la première génération, parce que la première génération partage des idéaux, ils sont engagés, et la deuxième et surtout la troisième génération, ils sont moins concernés. Il n'y a pas de... Vous voyez, au kibbutz, il n'y a aucune propriété personnelle. C'est un truc qui va être durement supporté par la troisième génération. Vous n'avez pas le droit d'avoir une radio personnelle. Quand on vous fait un cadeau, c'est un cadeau pour tout le monde. Vous n'avez pas de vêtements personnels, il y a une bibliothèque de vêtements. Et vous allez choisir des vêtements dans la bibliothèque de vêtements que vous remettez. Et ça va peser pour des gens qui sont au contact avec une société capitaliste. C'est difficile. Bon, ben, dans le temps, il y en a qui résistent et il y en a qui ne résistent pas. Et le famicide ne va pas complètement résister, même si ça dure pendant 100 ans en tout, à l'échelle de 2000 personnes. Alors on dira... La première action, c'est de dire que c'est un échec. Puis c'est satisfaisant, parce que c'est satisfaisant de se dire que les utopies, elles ne réussissent pas. Parce que moi, ma petite explication de ça rassure en général les gens. Peut-être ça vous rassure, vous, je ne sais pas. Parce qu'on se dit, bon, ça ne sert à rien de s'engager, quoi. C'est pas moi de le faire, donc ça ne sert à rien de le faire, donc je n'ai pas à le faire, je n'ai pas à faire effort sur moi-même pour me lancer dans cette transformation qui est à chaque fois aussi une transformation personnelle, c'est une transformation collective, mais bien sûr, ça commence toujours par une transformation personnelle. Et du coup, c'est rassurant de voir des utopies échouer. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est des échecs? Est-ce qu'une expérience, elle échoue? C'est une expérience. On en tire des leçons. Il y a des gens dans les mondes des utopies, j'ai vu moi... Au 19e siècle, les gens, ils vont dans une expérience, elle échoue, ils passent à une autre expérience, elle échoue, ils passent à une autre expérience, elle échoue. C'est-à-dire, ils sont quand même mus par cette volonté de contribuer à la transformation du monde, et ils ne baissent pas les bras quand ils tombent sur des apories, des difficultés, ils recommencent. Ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a quelques-uns, et c'est impressionnant, quoi, de pouvoir à chaque fois se réengager dans un processus, parce que on observe ce qui se passe dans les utopies, on peut en tirer des leçons, mais moi, ce que moi j'ai vu dans l'histoire des utopies, j'en ai balisé un certain nombre, près de 200, c'est qu'à chaque fois, il faut refaire le chemin par soi-même. Bien sûr, on voit ce qui se passe, et dans les utopies plus récentes, ils sont tout à fait au fait de Godin, il était tout à fait au fait des expérimentations américaines. C'était un des meilleurs connaisseurs, il ne parlait pas un mot d'anglais, mais sa compagne traduisait l'anglais, un des meilleurs connaisseurs des expérimentations américaines. Et donc, il a évité certains écueils. Mais néanmoins, il faut refaire le chemin à chaque fois, par soi-même, parce que c'est soit en l'éprouvant, parce que c'est un chemin humain, c'est pas simplement un schéma d'organisation comme celui que je vous ai montré. Il faut faire cette trajectoire-là par soi-même pour éprouver tout ce que les autres ont éprouvé. Donc, grosso modo, même si on est averti de ce qui s'est passé, on recommence toujours à zéro. Ouais, Mélanie. Il y a des jeux qui sont importants dans l'entreprise. Ouais, non, mais tu as raison. Ce que j'ai failli le dire tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit, c'est que
Ce texte-là, qui est un texte juridique, hein, article 1, article 2, chapitre 1, etc. Le préambule de ce texte-là, qui fait 50 pages, je crois, ou 70 pages, je ne sais plus, qui est très long, très, très long, c'est un texte de spiritualité. C'est un texte où il va présenter, il va faire une sorte c'est écuménique, hein, des textes hindous, des textes chinois, des textes chrétiens, des textes musulmans, pour montrer voilà, toute la sagesse de l'humanité, elle se rassemble dans le fait qu'on peut construire une société harmonieuse. Je simplifie, mais c'est un peu ça l'idée. Et ça, c'est le préambule des actes de la société. Donc ça met tout de suite la barre à cet endroit-là. C'est-à-dire que cet endroit-là, c'est quoi? C'est l'association. C'est d'abord une œuvre spirituelle. Parce que la communauté des intérêts matériels ne suffit pas à faire société. Ce n'est pas parce qu'on met ses intérêts en commun qu'on fait société. On fait une scope, ok? Mais il faut aller. Pour Godin, les coopératives, c'est un bon début, mais c'est pas ça qui change le monde. C'est un bon début, c'est bien, il vaut mieux être coopérateur que pas. Mais il faut passer à l'étape d'après, qui, dans les termes Fourier, c'est l'association. Et l'association, c'est pas simplement l'association matérielle, mais l'association en idée, et l'association spirituelle. C'est une sorte de religion, au sens propre du mot, ce qui relie les gens. Et lui, il le constate, il l'a vu, ça. C'est une chose qu'il a observée. Il a observé que chez les communistes, ceux qu'on appelle des cabétiens, il y a des gens, des émules d'un avocat dijonnais qui s'appelait Cabet, qui était lui-même un émule de Robert Owen, qui allait fonder une célèbre communauté utopienne, Ikari, sur le Mississippi. Et elle était importante, elle a vécu, mais elle s'est dispersée, et lui, son analyse, c'est s'est dispersée parce qu'il n'y avait pas de lien spirituel entre eux. C'était que des affaires matérielles qui traitaient entre eux. Il n'y avait pas de lien spirituel. Et lui, au familier, il tente, il n'y va pas avec ses gros sabots, hein, mais il y a un exemple de ça. Le théâtre, il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de synagogue au familier. Il y a un théâtre. Mais dans ce théâtre, il y a déjà l'Assemblée Générale des Associés. Et dans ce théâtre, il y a quelqu'un qui, de temps en temps, vient prêcher le projet du familier qui est Godin. Et c'est une espèce de temple avec la lumière qui vient du haut. Lui, c'est un peu, pas tout à fait encore, hein, mais une sorte de prophète du Nouveau Monde, quoi. C'est comme ça. Et il vient parler au bout du compte de spiritualité devant les ouvriers et les ouvrières qui ne le comprennent pas. Mais c'est ça qu'il cherche à promouvoir, c'est ce lien d'une nature spirituelle qui ne décrit pas plus que ça. C'est pas la religion de Rome, c'est pas la religion de Jérusalem, mais il faut un lien d'ordre spirituel entre les gens. Et lui-même, il développe. Fourier croyait à la métempsychose, mais Godin, beaucoup de Fourier, c'était Godin aussi, c'est-à-dire à la pluralité des vies matérielles. Et il est même spirit. Et souvent, jusqu'ici, moi j'ai cherché à remettre cette idée-là au centre dans le jeu, mais on poussait ça sous le tapis. Oh, c'est un truc du 19e siècle, c'est parce qu'ils sont tous comme ça au 19e siècle, vous entendez ça tout le temps. Non, ils ne sont pas tous comme ça au 19e siècle, pas du tout. Il ne faut pas le planquer sous le tapis parce que c'est très présent chez lui, dans sa correspondance c'est très présent, il a énormément d'amis correspondants spirites, donc c'est pas un truc à planquer sous le tapis, mais c'est lié à sa conception d'une communauté des esprits, qui est le modèle qui devrait être le modèle de la communauté sur Terre. Pardon, je ne vous ai pas laissé la parole. J'étais en train de poser la question si ça ne tendait pas vers quelque chose de sectaire. Moi, j'entends ça comme ça. Donc, on amène une nouvelle religion, une nouvelle organisation. C'est de la plus petite, à peu près moyenne, enfin mini-ville, voilà, etc. C'est très particulier quand même. Oui et non. Alors, je pourrais être d'accord, mais si on regarde objectivement, on peut rentrer et sortir du familier. Enfin, on peut rentrer dans l'association, sortir de l'association. Il y a des nouveaux entrants et je peux partir. Complètement librement? Ah ouais, complètement libre. Non. C'est votre décision.
C'est votre décision, parce que chez les fourriéristes, il y a le point fondamental, c'est tout repose sur la liberté individuelle. Nul n'est tenu d'habiter au palais social. Vient habiter celui qui souhaite habiter. Parce que la liberté individuelle est fondamentale. Tout l'enjeu du fourrier, c'est quel chemin je trace entre la liberté individuelle et l'organisation collective. Ça, c'est compliqué, hein, c'est super compliqué à faire. Pour que l'un n'empiète pas sur l'autre, quoi. C'est une chose qui est délicate, c'est tout le chemin à tracer. Donc, selon sa décision, je rentre, je sors. Donc, il n'y a pas de dimension sectaire là. Le fait de développer quelque chose comme une religion, mais qui nomme pas, c'est une religion laïque. Hein, lui, c'est en fait la religion de la solidarité humaine. Hein. C'est ça. Hein. Il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de culte. Sinon un culte de tous les jours, voilà. Et y a pas comme il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de hiérarchie, donc personne ne donne le ton, même si, voilà, donc il ne la nomme pas, mais il dit simplement, il faut quelque chose d'ordre spirituel pour qu'une société tienne dans la durée, parce que sinon ça ne tiendra pas. Parce que sinon, je crois qu'il n'a pas tout à fait tort, hein. Nous, il y a forcément des choses spirituelles qui nous tiennent en tant que nation, qui sont plus d'ordre de la religion, mais qui est d'un ordre spirituel aussi. Ne serait-ce que l'idée de nation, c'est bien quelque chose qui n'a pas de matérialité. L'idée de nation, c'est bien se sentir appartenir à un commun. C'est bien d'ordre spirituel, ça pour moi. Mais... Vous n'avez pas employé le mot religion, vous avez parlé de spiritualité. Non, complètement. Mais c'est parce que lui, au XIXe siècle, ils en parleraient plus directement, mais aujourd'hui, tout de suite, on l'appréhende d'une façon particulière. Lui, il l'entend au sens premier, hein, ça veut dire relier. Voilà. Bah, tout à fait non. C'est toujours, moi je dis toujours, bien sûr, il y a des industriels catholiques sociaux, et comme il y a des industriels protestants sociaux, hein, Mulhouse c'est ça, c'est les protestants qui ont une conscience de la responsabilité sociale, une conscience très avancée, la responsabilité sociale du chef d'entreprise, de l'entrepreneur, de l'industriel, et il y a ça aussi dans le monde catholique, il y a même des catholiques fourriéristes, hein, ça existe aussi, ouais. Parce que souvent ça arrive que l'idée, c'est de revenir, que le socialisme, au bout du compte, c'est revenir à un christianisme primitif. C'est que le christianisme, il a été dévoyé par l'Église, et que si on revient à un christianisme primitif, on aura quelque chose du vrai socialisme. Bon, mais sauf que, je suis désolé, mais les tissages bidules ou les usines de Mulhouse, elles n'appartiennent pas aux travailleurs habitants. Ça fait toute la différence, elle est là. Toute la différence, elle est là. Gonin, c'est pas Dollfuss, c'est pas Schneider, quoi. Ils sont propriétaires de l'ensemble. Ça fait quand même une grosse différence. C'est ça. C'est complètement ça. Non, quand je disais progressif, c'est progressif même au début, c'est progressif au-delà de lui. Lui, il a une conscience, on en parlait tout à l'heure avec Mélanie, mais oui, c'est l'idée que ça ne s'accomplira pas dans la vie présente. C'est un chemin long, un peu douloureux. Lui, il jette les bases de la chose et comme un processus éducatif à la société harmonieuse, quoi. Mais c'est un processus qui va mener à la société harmonieuse. Et lui, assez rapidement, au départ, il est un fourriériste plutôt enthousiaste. Hein. On va faire le famille-serre, il y aura d'autres familles-serres qui vont se créer, parce que toute l'idée de ces socialistes-là, c'est un socialisme non imposé. C'est pas du socialisme marxiste, c'est par imitation. Pour Fourier, le phalanstère va être tellement magnifique. Qui voudrait ne pas produire 4 fois plus? Qui? Personne. Qui ne voudrait pas vivre dans l'opulence? Personne. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à créer des phalanstères. Et au départ, lui, le familistère, il a cette idée-là. Cet exemple, c'est le socialisme par l'exemple. L'exemple va être si merveilleux qu'on ne va pas manquer de l'imiter. Par capillarité, je ne sais pas comment dire. Par imitation. Et pas
pas violent encore, c'est un truc pacifiste, hein, c'est en étant attrayant. C'est par l'attrait, c'est par la séduction qu'on va faire que ce socialisme se répand, et pas par la contrainte et la force, au bout du compte. Est-ce qu'il avait quelque part anticipé, ou en tout cas pensé que les travers humains allaient reprendre le dessus au niveau des gouvernants des associés, qu'ils allaient justement s'enfermer sur eux-mêmes parce qu'ils étaient sur un niveau doré et refermer la porte? Est-ce qu'il avait essayé de mettre en place des choses pour éviter ça? Oui, bah, il en a une conscience, hein, de ça. Il est, même en s'en mettant, en s'extrayant de ça, d'une façon, il a peut-être un peu cette fatuité de penser que lui, il n'est pas de cette espèce-là. Mais bah, ce qu'il met en place, c'est les statuts. Et les statuts, ils vont verrouiller l'affaire pendant 100 ans. Les statuts, sa compagne dira, des gens du famille-serre, ben, ils sont coopérateurs sans le savoir. Ils font de la coopération comme bourgeois gentilshommes, parce qu'ils sont verrouillés par les statuts. Mais après, toute la question, ben, le rôle de l'administrateur gérant, il est important dans cette affaire-là. Pas que, hein, c'est aussi, lui, il pourrait espérer que les associés, l'élite de l'association et l'administrateur gérant, ils donnent du mouvement à ça. Mais ça n'a pas été complètement le cas. Ça a été de bons industriels, de bons gestionnaires, les successeurs de Godin. Mais pas des animateurs de la communauté sociale, quoi. Beaucoup moins. Dans l'histoire du famille-serre, le moment le plus inventif, c'est indéniablement la période de Godin. C'est là où il y a de l'invention sociale, quoi, qui se fait. Après, ça sera plutôt la défense des avantages acquis, même si, encore une fois, bah, ça se conclut simplement en 1968. C'était hier, quoi. Voilà. Et, bah, ça se conclut que pour des raisons principalement économiques, on pense maintenant, mais aussi des questions sociales, ce raidissement, parce que ce qui va se passer, par exemple, sur le plan social, c'est la réapparition de quelque chose comme une lutte des classes au sein même de l'association, parce que les auxiliaires, ils ont l'impression de travailler pour les associés. Au début des années 2000, on a interviewé toutes sortes de gens dont l'histoire avait croisé celle du famille-serre. Et on avait interviewé un ouvrier de l'usine qui n'était pas associé, donc qui n'habitait pas au famille-serre, qui vivait à Guise. Et il avait résumé la situation comme ça. Ça m'est resté parce que c'était extrêmement concis et frappant. En ville, nous, on était communistes. Et puis au famille-serre, sont des patrons socialistes. Et ça, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les années 50, quoi, 40-50 à l'usine. Donc un peu la fin du processus. Et bah, ça éclaire un petit peu dans sa façon de dire les choses, ça éclaire la distance qui s'était créée entre les différentes catégories sociales de l'association. Après, pour répondre plus complètement à votre question, lui, il en a conscience, mais néanmoins, il espère, et puis bah, il a une insatisfaction du fait que c'est plus dur que prévu, qu'il faut batailler, y compris avec ceux avec qui il travaille, les associés, les collaborateurs, etc. Et puis aussi parce qu'il n'obtient pas la reconnaissance qui pourrait lui être due. Et c'est la raison pour laquelle il développe cette spiritualité particulière dont parlait Mélanie. Il faut un moment, pour un être humain, il faut bien trouver un échappatoire. Quand tu as passé toute ta vie à accomplir cette chose-là, il faut que tu trouves des compensations quand la chose que tu as accomplie te renvoie pas l'énergie et le temps que tu y as passé, enfin, son être entier, quoi. Et donc, au bout du compte, il a une pensée d'un truc qui est une sorte de rédemption, quoi. Dans les vies futures, il récoltera ce qui a été semé dans cette vie-là, quoi. Voilà, donc, oui, une espèce d'insatisfaction. Puis après, bien sûr, quand il va mourir, on va fabriquer la figure du héros fondateur, quoi.
Ah ouais, Godin. Les gens qui, aujourd'hui, à Guise, les gens, ils appellent Godin, ils l'appellent toujours Monsieur Godin. Moi, je dis Godin parce que je suis pas de Guise et puis c'est mon boulot, mais ils l'appellent Monsieur Godin comme s'il était dans la pièce d'à côté, quoi. Toujours aujourd'hui, hein, c'est assez drôle, parce que ça s'est transmis comme ça, et ça date du moment où, sans doute déjà au XIXe siècle, parce que tout ancien ouvrier qu'il était, il n'est pas arrivé à se défaire, pardon de l'expression, mais des oripeaux du patron, quoi. Il n'a pas pu enlever complètement son habit de patron, même si, alors qu'il est devenu administrateur gérant et qu'il dit il n'y a plus de patron ici, il n'y a plus que des associés, on concourt au même but, mais cette distance, elle a toujours existé, tout ancien ouvrier qu'il était, tout autodidacte qu'il était, donc avec un personnage. Quand on vient d'un autre monde, on peut comprendre que cette distance, elle soit difficile à abolir. On a plus de mal à le comprendre, mais c'est une réalité quand on vient du même monde, quoi. Voilà. Donc, ça a duré 100 ans. Donc il y a des enfants qui ont eu une éducation fourriériste, j'imagine, et ça s'est éteint. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faudrait en plus au fourriérisme pour que ça continue? La question, elle est particulière. Elle a été interrogée. Pourquoi il n'y a pas eu d'autres familistères? Il y a le grand théoricien de la coopération français qui s'appelle Charles Gide, qui est l'oncle de l'écrivain, qui connaissait bien le familistère. Lui, il analyse ça et sa réponse, qui mérite d'être réfléchie, c'est de dire le familistère, ce n'est pas une expérience, parce qu'il n'est pas réplicable. Le propre d'une expérience scientifique, c'est de pouvoir être réplicable. Dans les mêmes conditions, je vais obtenir le même résultat. Mais il n'y a pas eu d'autres familistères, donc il faut s'interroger. Il y a eu la succursale de Bruxelles, mais la succursale de Bruxelles, elle est fondée par celui de Guise, donc ce n'est pas une réplique. Et donc ce n'est pas une expérience parce que ça tient trop à la personnalité de quelqu'un. C'est sa réponse à lui. Il faut la discuter, mais c'est sa réponse à lui. Et c'est tout sauf un imbécile, Charles Gide. Donc, ouais, mais moi je crois, parce que si on le compare, il faut s'adosser à l'histoire des utopies aussi, de ces tentatives-là, et on le voit dans plein de cas. Quand on s'arrête de marcher, on tombe. Et dans plein de cas, au départ, la coopération elle est super, on est tous tendus vers le même but. J'ai un exemple, par exemple, encore aux États-Unis, à Kauai, dans la Sierra Nevada, ils achètent un bout de forêt et ils construisent une route pour aller exploiter la forêt. Cette route, elle existe toujours. Donc, le premier boulot, comme c'était leur ressource économique, l'exploitation de cette forêt, c'est des séquoias géants qui existent toujours, une forêt de séquoias qui est très célèbre aux États-Unis. C'est eux qui ont tracé la route dans cette forêt de séquoias. Et ils sont tous tendus à la fabrication de la route, ils dorment dans des tentes, enfin, c'est rude, les conditions sont très rudes, mais ça tient, le groupe il tient. Ils finissent la route, ils vont s'engueuler. Ils finissent la route et du coup le groupe ne tient plus parce qu'il ne tient plus autour de cette œuvre-là. C'est-à-dire ils s'arrêtent de marcher, ils tombent. Et en utopie, c'est comme ça. Si on n'est plus tendu vers un objectif, si on cesse d'être inventif, je crois, le passage à la défense des avantages acquis, c'est rude, quoi. Et ça ne tient pas. Ça tient pas. Et c'est pour ça que sont forcément un peu limités dans le temps. On ne peut pas demander constamment à une communauté d'individus d'être constamment inventive. Il y a des circonstances, toutes sortes de circonstances qui font que, quoi. Et ça, mon histoire de route, là, on la retrouve sur d'autres projets, mais plein de fois. Donc c'est vrai que l'importance des individus, elle existe. C'est vrai. Et que la difficulté, et c'est une difficulté qu'on voit beaucoup au familistère, qui c'est tout à fait intéressant de l'observer au familistère, c'est la difficulté de la participation. Lui, il prétend pas être... lui, son ambition, ça a toujours été
de susciter la participation, d'où vous avez vu dans l'organigramme, tous ces comités, toute cette organisation un peu complexe, elle est de susciter la participation, de faire en sorte que les gens soient à même de prendre leur destin en main. Voilà, c'est un peu ça. Et Mélanie me rappelait tout à l'heure, elle avait lu un truc qui doit être une conférence qu'il fait en 1880, peu de temps après la naissance de l'association. Il dit ouais, c'est super, vous avez été super dans le travail, sans vous, la production des richesses, tout ça, le familistère, tout ça, ça ne serait pas advenu. Par contre, quand je vous ai sollicité pour participer à la rédaction des statuts, j'ai vu personne. J'ai vu personne, donc cette construction intellectuelle-là, personne s'y est engagé. Et donc là, on voit, il y a un échec dans sa façon de susciter la participation, parce qu'il y a un décalage qui s'est fait. Sans doute, lui, il a fait ce chemin d'un ouvrier autodidacte qui est devenu un capitaine d'industrie brillant, un bâtisseur hors pair, un auteur, il écrit des livres, il a fait ce chemin-là, mais il ne peut pas demander comme ça à tout le monde de faire ce chemin de la même façon que lui. Et sans doute, il y a un décalage dans cette façon de susciter la participation. Il ne suffit pas de dire, c'est là il lui manquait sans doute des instruments que vous connaissez vous et que connaît des ressources et des hommes, des instruments pour faire que la participation se manifeste. C'est pas juste, bon allez, écrivez-moi les statuts. On en serait incapable. Parce qu'il faut de la disponibilité intellectuelle, il faut des ressources, voilà. Et ça, c'est sans doute, si on peut parler d'échec, c'est plutôt là, je dirais, que ça s'est passé. Et lui, il l'observe, il le dit, voilà. Sauf qu'il le reproche, de façon un peu acerbe, voilà. Et encore une fois, pour dire, tout ça, il suffit pas juste, c'est pas qu'une œuvre matérielle, quoi. Il faut s'impliquer autrement. Mais c'est une difficulté des sociétés coopératives, vous le savez très bien aussi. L'engagement dans une société coopérative, il est toujours complexe parce que les gens, ils appréhendent pas le projet coopératif de la même façon. Il y en a qui sont là juste pour travailler, d'autres pour travailler en coopérateur ou coopératrice. Donc voilà, c'est des difficultés qui existent, elles existent forcément en utopie, parce que l'utopie, elle se fait à partir du monde présent, elle ne se fait pas avec des êtres immatériels et déjà des angelots, quoi. Elle se fait dans ce monde, et pour fabriquer quelque chose à partir de ce monde, c'est compliqué, mais le résultat n'est pas si mal. Non seulement ça dure 100 ans, mais ça nous lègue un patrimoine insensé, qui est toujours actif. Il y a toujours des gens qui y habitent, les enfants ils vont toujours dans les écoles, les gens ils vont se promener dans nos jardins, en plus on fait du spectacle, le seul théâtre du familistère c'est le nôtre, donc il y a un legs de ça qui n'aurait pas été possible si le familistère, enfin ça serait sinistre s'il n'y avait pas le familistère Guise, mais il y a quelque chose de rayonnant parce qu'il y a eu des gens, ce petit gars du fin fond de l'Aisne qui se dit je vais inventer un monde nouveau, quoi. Et ça a de l'effet, c'est encore actif aujourd'hui, ça c'est complètement passionnant, quoi. Voilà. Je vous encourage, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils ne sont pas nombreux, à venir au familistère, hein. C'est ouvert tous les jours, il faut y passer la journée, il ne faut pas y aller pour 1h30, hein, ça ne marche pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, à comprendre, à s'immerger dans cette ambiance, quoi. C'est impressionnant, parce que là, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui le voient sur photographie, ils voient que c'est grand. Mais non, c'est pas grand, c'est immense, c'est impressionnant tellement, c'est vaste, quoi. Et tout le monde est stupéfait de ça la première fois qu'il va au familistère. Même en l'ayant vu en photographie, en vidéo, on est surpris par l'ampleur de la chose. Donc une utopie, elle peut avoir cette matérialisation-là, quoi. C'est pas 3 cabanes où là il y avait quelque chose qui n'existe plus. Non, ça a cette emprise matérielle-là qui est impressionnante, quoi. Donc c'est pour dire que l'utopie, elle a beaucoup plus d'effet dans le monde que ce qu'on croit habituellement. Beaucoup plus. Elle lègue énormément de choses, sans qu'on s'en rende forcément compte sur le moment, mais c'est plus important que la valeur démographique qu'elles peuvent représenter, quoi. Ok.
Voilà, j'espère que ça vous a stimulé, que c'est un peu amusant, quoi. Enfin, moi, ça m'amuse pas mal. Hein.